Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Dune, le podcast sans spoiler car il est réalisé par un lecteur de la saga et deux chroniqueurs qui n'ont pas lu la saga. Alors aujourd'hui on va discuter du chapitre 1 de Dune, accompagné de Kendris et Adrien qui ne sont pas à côté de moi en fait. Donc, Pas du tout, mais on est là. Oh, c'est poussif. Je propose qu'on parle du premier chapitre, du coup, Ilan. Ok. Alors, pour ce premier chapitre, juste pour la précision, moi et Kendris avons la version française de Dune chez Pocket Edition. Je crois aussi que t'as celle-là, Kendris ? Oui, c'est ça. Ok. Et donc toi, Adrien, comme dit l'introduction, toi, t'as une version... alors, je sais pas si c'est la version américaine ou anglaise. Bah, a priori, c'est le même texte. Non, c'est une version anglaise, mais j'ai checké la version française et de toute façon pour les prochains épisodes, j'irai me chercher une version française parce que ce serait quand même plus pratique pour communiquer dessus. Mais donc j'ai checké la version française, donc il y aura pas de souci dessus. Alors pour ce premier épisode et pour tous les autres en fait, on va s'aider des appendices et du lexique de l'Imperium qui sont présents à la fin du bouquin. Alors c'est des appendices, donc c'est fait pour s'aider et c'est créé par l'auteur pour qu'on s'appuie dessus, donc je vois pas pourquoi on ne les utiliserait pas. Et c'est sûr que, en tout cas, pour ce premier chapitre, moi, ça m'a bien aidé pour mieux cerner certains points. Après, un petit détail, à la base, Dune a été publié comme un serial, donc dans un magazine, chapitre par chapitre, en mode hebdomadaire, plus ou moins. Et les lexiques étaient pas présents. Donc, on peut questionner l'utilisation, mais après, bien sûr, ils sont là pour qu'on s'en aide. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt peut-être de survoler les appendices si ça vous intéresse, mais ça peut être potentiellement spoilant. Mais si vous avez peur du spoil, de plutôt vous concentrer sur le lexique. C'est-à-dire que s'il y a un mot que vous comprenez pas dans le texte, en général, il est détaillé dans le lexique et donc vous pouvez vous y référer et ça vous aide à découvrir petit à petit l'univers sans vous prendre un gros pavé de description dès le début. Même si là c'est un peu le cas quand même. D'accord. Bon, ça va être problématique parce que du coup, on va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Ouais. Mais je crois qu'avec l'appendice, je cernais quelques points qui peuvent être potentiellement spoilants. Ouais. Donc, alors spoilant, je sais pas trop. Alors c'est toujours à la limite dans le flou, parce que si c'est dans l'appendice, ça veut dire que c'est fait pour être aidé à la lecture et qu'importe l'ordre de lecture des chapitres. Mais en même temps, juste que ça révèle, mais bon, vu que je l'ai lu, de toute façon, maintenant c'est fini, je peux plus faire semblant. Après, dans tous les cas, comme je te disais, du coup, avant l'enregistrement du podcast, il y a pas d'énormes twists dans la structure du livre. En tout cas, les morts que tu t'es potentiellement spoilé sont pas forcément, c'est pas un drame que tu te le sois spoilé. D'autant plus que la première mort qui va intervenir, elle est spoilée par le bouquin lui-même, qui dès le début, je vais pas en parler plus que ça parce qu'on le verra en le lisant, mais qui dès le début nous dit clairement qu'il y a un personnage qui va mourir. Ok. Moi, je parie sur l'empereur, quand même. Ok. Donc, Kenris, est-ce que tu veux te lancer dans... on va partir sur notre chronologique pour ce premier chapitre, chronologique dans l'ordre du texte, plutôt linéaire. Est-ce que tu veux te lancer ou est-ce que tu veux que je m'y attelle ? Je préfère que tu y attelles et que je fasse des vannes. Parce que très sincèrement, le premier chapitre était waouh. Bah, c'est pour vous prévenir en tout cas les auditeurs que moi, c'est vrai que je veux beaucoup m'aider du lexique parce que ça, la première fois que je l'ai lu sur le lexique, j'ai vraiment rien compris. Donc c'est pour ça qu'à chaque passage, franchement, je m'appuie sur le lexique et sur Adrien et sur Kendris pour pouvoir bien comprendre le chapitre. Donc, on commence ce chapitre par un extrait du manuel de Muad'Dib, je sais pas trop comment ça se prononce, par la princesse Irulan. C'est ça. Donc, ce petit extrait nous parle... franchement, il nous parle de quoi ? Bonne question. Non, vas-y, dis-moi ce que t'en comprends déjà et j'ai essayé d'éclairer éventuellement. Ok. En fait, non, je sais ce qu'il explique entre guillemets. Donc, cet extrait nous parle de la façon dont les sœurs du Bene Gesserit étudient la vie de Muad'Dib. Alors, du coup, si on se réfère au lexique,
Alors, Muad'Dib, ça renvoie à une souris kangourou adaptée à Arrakis. Une souris kangourou, je vois pas tellement ce que ça fait, mais bon. Ok. Et donc, cette souris kangourou serait associée à la mythologie Fremen, je sais pas Fremen. comment ça se prononce. Bah, tout Fremen. à fait. Moi, je veux dire, voyons, Ilan. Et donc, sa silhouette étant visible sur la seconde lune de la planète, donc la planète Arrakis. Ce petit animal est admiré par les Fremen pour sa capacité d'adaptation au désert. Ok. Mais c'est une réelle espèce, en plus, sur la planète Terre, hein, la souris kangourou. Mais... Tu mens. Non, mais vraiment. Je cherche son nom exact, mais si. Ah, ok. Bon, donc ça existe vraiment une souris kangourou. Ok. Donc, En Australie, ok. ça habite en Australie, comme Putain, toutes ces espèces, voilà. alors du coup, juste ah juste, vas-y Adrien. Vas-y. Non, je voulais juste te dire que du coup, pour l'instant, le lexique il te perd peut-être. Retiens juste que Muad'Dib c'est une souris kangourou et ça reviendra plus tard. Ok. C'est un animal. Comme son nom l'indique. Et donc, alors au commencement, il faut particulièrement veiller à un certain équilibre, qu'on se situe en la 57e année de l'empereur Padishah Shaddam IV, et donc que temporellement ainsi que spatialement, il faut bien situer ce Muad'Dib pour pouvoir l'étudier. Alors du coup, j'ai dit que la souris kangourou, elle était adaptée à Arrakis. On s'en réfère au lexique aussi. Arrakis, c'est la 3e planète du système de Canopus, plus connue sous le nom de Dune, C'est ça. et donc ça serait la planète des sables. Oui. Mais je voudrais revenir quand même sur Muad'Dib, parce qu'on sait par rapport à l'appendice que le Paul qui est vu dans le chapitre est aussi appelé Paul Muad'Dib. Et donc, là, on comprend peut-être un peu mieux ce petit passage, parce que du coup, il est dit que ce Muad'Dib naquit sur Caladan et vécut les premières années de sa vie. Or, par surprise, on sait que Paul, dans le chapitre, a 15 ans. Et donc, qu'il est né sur Caladan, comme Paul qui se situe dans le chapitre sur Caladan. Donc, il y a peut-être un double sens par rapport à ce petit texte, cet extrait du manuel de Muad'Dib par la princesse Irulan. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Kendriss. Si, tout à fait. Ok. Bon, je pense pas avoir trop fait d'erreur là. Là, je rajoute rien parce que effectivement, il y a pas plus à voir dans le. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que vous avez compris l'essentiel. Ok. Donc, je sais même pas. T'as vu, on a passé 5 minutes sur Kathleen, quoi. Donc, c'est vraiment. Ah oui. Et donc, Après, du coup, les c'est frères. peut-être celles qui sont le plus à analyser, je pense. Mais Ouais. Et donc, du coup, par rapport aux Fremen, qui sont. Les Fremen. Qui admirent. Ah, les Fremen, pardon. Ouais. Qui admirent ces Muad'Dib. Lexique, ce sont des libres tribus d'Arrakis, habitants du désert, survivants des vagabonds Zensunni, aussi appelés les pirates des sables. bref, libre tribu du désert d'Arrakis, quoi. Ok, donc le pirate des sables, moi qui me paraissait assez stylé, ça... Non. Bon. Si, mais disons que si tu lis, enfin, le lexique risque de te perdre avec ses définitions un peu alambiquées, quoi. Donc, je simplifie au plus important. Après, tu peux kiffer ton pirate des sables, mais c'est juste pour t'aider à garder Ok. le focus là où il doit être. Bah, en fait, j'imaginais un peu un truc à la Mad Max Fury Road, tu vois. T'es là, tu vois. Ouais. Donc ça me l'air assez stylé, mais bon, ok, d'accord, j'abandonne. Pareil, j'abandonne un peu le terme du coup, parce qu'on dit que c'est survivant des vagabonds Zensunni. Zensunni, c'est aussi défini dans le lexique. Mais alors, la définition des Zensunni, alors là, j'ai rien bité. Alors, je t'avoue que moi-même, je l'ai pas Enfin, vu. c'est des adeptes de la secte schismatique qui rompit vers 1381 AG, on sait pas ce que c'est, AG, avec les enseignements de Mahomet. Donc Mahomet, alors est-ce que parce que du coup l'univers de Dune, est-ce que c'est un univers totalement inventé ou est-ce qu'il se base du coup sur une réalité futuriste de la Terre, parce que du coup ça parle de Mahomet en tout cas. Et donc là le troisième mot, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 prophètes après Mahomet, enfin 2 du coup, ça ferait quand même beaucoup. Mais en fait, Dune, du coup, serait une saga pro-musulmane. Bah, il y a aussi le fait que
enfin j'en dis pas beaucoup plus, mais dans le vocabulaire qui est utilisé sur Arrakis, il y a quand même beaucoup de mots qui s'apparentent à de l'arabe. En tout cas, je suis pas linguiste, mais dans Bah, l'idée, dans la Shaddam, ça fait sonorité. pas très français, quoi. Enfin, je suis pas Eric Zemmour. Bref, C'est bien évidemment une blague, hein. quoique. Donc tu serais vraiment Eric Zemmour en fait. C'est ça. Putain, incroyable. Bref. Alors, et du coup, juste par rapport à toutes ces choses, je vais juste finir par le fait qu'on puisse en déduire une certaine date, parce qu'on dit qu'on est à la 57e année de l'empereur Padishah Shaddam IV. Alors, je sais pas ce que c'est un empereur Padishah, mais bon, il existe en tout cas. Au départ, la 57e année, je crois que c'était la 57e année de son règne. Puis ensuite, je me suis dit que ça pouvait être aussi la 57e année de son âge, en fait, tout simplement. Et en fait, si on regarde au niveau de l'appendice, au niveau des dates, là, on a des dates, en fait. Je pense que c'est des dates de naissance et de mort, vu qu'ils sont associés au personnage. Et donc, alors, par exemple, faut que j'aille à l'appendice. Mais du coup, je crois que c'est des dates dans les 10 154, 10 172, etc. Donc, si on se réfère aux dates terriennes, du coup, ça serait 8000 ans après nous, quoi. Donc, je sais pas trop si c'est des dates inventées ou si c'est des dates qui sont basées sur les dates terriennes, en tout cas. Je crois que j'ai plus ou moins compris le. Enfin, tu parlais des dates et du fait Ouais. qu'on est sur un calendrier qui pourrait potentiellement marcher avec le nôtre, c'est ça? Bah, alors, du coup, l'empereur Shaddam IV s'est dit en tout cas, il a deux dates, 10 134 et 10 202. Ouais. Donc, du coup, si on fait un calcul, on sait qu'on a dans la 57e année de cet empereur, Ouais. 10 134 plus 57, ça fait, et là, j'ai la flemme de faire un calcul mental. Ça fait blablabla. Ah, pas mal. Ça fait 10 8. 191. C'est ça. Mais alors, moi, contrairement à Hélène, je me suis pas lancé dans des calculs et des recherches des impassibles. J'ai tapé dessus dans résumé pour ces présentations pour savoir à peu près où on était. Et en fait, du coup, dans les 2 premières minutes du film de David Lynch, elle dit, du coup, la princesse machin, elle dit la date. Contrairement dans l'introduction du livre. Et alors, est-ce que c'est vraiment la date 10 191 ou je me trompe? Non, c'est vraiment ça, c'est la date. Ok. Putain, Non, Sherlock plus- Holmes en action. Non, pas ça. T'as fait une somme, quoi. On va se calmer direct. D'accord. On continue le chapitre. Dernière information par rapport à ce petit texte, les Bene Gesserit. Pareil, lexique. C'est vrai que moi j'ai fait beaucoup d'allers-retours texte lexique durant les J'ai 4 grave premières envie de le lignes. dire avec l'accent Benedesse. Je trouve qu'il y a une belle sonorité. Alors ça serait l'ancienne école d'éducation et d'entraînement physique et mental réservée à l'origine aux étudiants de sexe féminin après que le djihad butlérien eut détruit les prétendues machines pensantes et les robots. Et Djihad, Yes. Du coup, on se réfère à Djihad Butlérien, n'est-ce pas? Ah, il y a... Ah oui, il y Ah, a. Attends. Enfin, moi en tout cas, je l'avais. Ah, Ah tu non, l'avais il y a, oui, moi en tout cas, je l'ai. Il y a Djihad avec la mention butlérienne dedans. Enfin, butlérien dedans. Et donc le djihad, ça serait quoi? Alors Butlérien. attention parce que Je vais on lire est parce que toujours, j'ai pas envie d'en dire trop si je me trompe. on est toujours en état d'urgence, donc faut faire attention avec ce qu'on dit dans le podcast. C'est vrai. Putain, mais moi, Butlérien, ça me fait penser à Judith Butler, donc ça n'a rien à voir avec les CD de Djihad. Parce que Judith Butler, c'est autour du genre. Bref. Mais, non, mais pour revenir sur les BND séries, Mhm. moi, dans le chapitre, je me permets un peu d'avancer quand même. Ouais. Bien vu. Oui. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup trouvé un intérêt à leur organisation, justement, à la question de tout le passage qui y avait justement sur la question de la politique et de la religion. Parce que c'est un peu ça aussi que moi j'ai retenu de ce premier chapitre. En fait, c'est aussi un chapitre qui permet j'ai trouvé que c'était un chapitre très philosophique, dans le sens où il mettait du coup en avant des manières des manières d'appréhender le monde. Donc une manière qui se veut assez religieuse,
matriarcale, sororale, même j'ai envie de dire, avec justement l'organisation des Bénédés Gesserit, pardon. En plus, qui font du coup passer des sortes d'épreuves autour de la douleur, mais qui sont des épreuves en plus qui sont censées plus féminines que masculines. Donc on peut en dire pas mal de choses sur la manière de concevoir le monde et les rapports hommes-femmes du coup Ouais, je suis bien d'accord avec toi. dans l'œuvre de Dune. Je trouvais ça très intéressant, et puis après avec du coup la remarque de Paul juste sur Alors, sur la juste politique. avant Catherine, mais ça on va y revenir après, t'inquiète pas, on aura tout le temps d'y revenir. Juste on finit le machin, mais t'inquiète pas, on y reviendra juste après par rapport au texte. Ok. C'était aussi pour montrer que je faisais pas que des vannes. Mais t'inquiète. Là, juste on définit tous les entre guillemets les termes qui apparaissent, et puis après franchement, on en discute sincèrement. Après, l'idée de djihad butlérien, ils en parlent un peu plus tard. Du coup, on pourra aussi le définir à ce moment-là. Donc, Ouais. si vous voulez, on peut commencer à avancer dans le chapitre un peu. Ok, bon, on parlera du djihad un peu plus tard. Donc, ce chapitre parle... Alors, c'est une vieille femme, Gaius Hélène Moyam, désignée sous le nom de votre révérence, ou la révérende mère, qui vient rendre visite à Jessica, la mère d'un garçon du nom de Paul. Et une semaine avant un probable départ pour Arrakis, à partir de la planète Caladan. On sait aussi que, en tout cas dans cette page, il y a eu des récents bouleversements. En tout cas, c'est dit dans le texte. Moi, je voudrais juste faire une aparté en fait sur les prénoms. C'est quand même hallucinant d'avoir des trucs qui hyper compliqués et d'avoir genre Paul et Jessica quoi. Enfin, moi ça m'a sorti du truc un petit peu. Je me suis dit vraiment la meuf s'appelle Jessica quoi. C'était quand même, c'est fou. On a Empereur Padisham machin, Shaddam truc, puis après t'as Jessica quand même qui se promène. Après justement, on peut en parler parce que c'est dit un peu plus tard dans le. Bon, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais c'est dit un peu plus tard que Jessica ne connaît pas ses origines. Et du coup, il y a une vraie différence de caste, on va dire, entre la révérende mère et Jessica, même si elles appartiennent au même ordre. Mais alors, ça, du coup, bon, on peut en parler tout de suite. Ça, j'ai pas très bien compris quand t'as dit qu'elle connaît pas ses origines. Parce que, du coup, on sait que, enfin, alors Paul, il sait que c'est la fille naturelle de Harkonnen, là. Merde, je t'ai spoilé ça. Ça, c'est un spoil majeur. Mais non, mais c'est dit dans le texte. Quoi? C'est dit? Mais c'est dit dans le... Dans les appendices. Non, en fait, déjà, c'est dit, oui, une fois dans les appendices, mais déjà, à un moment donné, Paul, il dit qu'il a les mêmes sourcils que son grand-père dont on ne doit pas évoquer le nom. Et donc, du coup, quand on regarde au niveau des appendices, ouais, on sait que, en fait, c'est dit que Jessica, oui, c'est la fille naturelle du baron Harkonnen. Oui. Mais attends, tu fais référence à quelle page quand tu dis le grand-père dont on doit pas évoquer le nom? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Voilà, en fait, elle dit la vieille femme l'étudiait tout entier en un seul regard. Il avait le visage ovale de sa mère avec une ossature plus forte. Ses cheveux étaient noirs, très noirs, comme ceux du duc, son père. Ses sourcils étaient ceux de son grand-père du côté paternel dont on ne pouvait pas dire le nom. Du côté maternel, pardon. Ok, mais donc, du coup, là, déjà, on a... En fait, quand vous avez dit que vous avez rien compris au chapitre, il y a deux choses, je pense. C'est juste la charge d'information qui est énorme dans le chapitre. Et il y a aussi l'idée que le narrateur, en gros, dans le bouquin, passe de point de vue en point de vue. Ouais. De façon très subtile, sans en gros, on nous prévient pas forcément qu'on passe d'un point de vue à un autre. Et du coup, ce qui rajoute à la somme d'informations. Et ce qui peut créer un peu une confusion, surtout au début du bouquin. Mais donc là, on est bien du côté, quand tu lis ça, c'est le point de vue de la révérende mère. C'est pas le point de vue de Paul. Donc Paul ne le sait pas, en fait. Ça, c'est la révérende mère qui sait qui est son grand-père, mais lui ne le sait pas. Elle dit, il a les mêmes sourcils que son grand-père dont on est censé taire le nom. Mais même Jessica, Jessica, normalement, ne le sait pas. C'est plus tard dans le bouquin. Oui, elle sait pas ses origines, elle le dit à un moment. Oui, j'étais en train de me demander si elle mentait, mais non, elle ment pas.
D'accord. Donc en fait, Ok. ça c'est vraiment un spoil majeur, tu vois. Mais bon, c'est pas très important. Non, mais alors ça, c'est... Bah, je veux dire, pourquoi l'auteur, il met des lexiques et des appendices si ça Bah, spoil, quoi, non, mais... c'est pour ça que j'avais dit de plutôt lire le lexique, mais plutôt que l'appendice. Mais après, Ok. c'est un spoil majeur dans le sens où c'est une vraie révélation dans le bouquin, mais c'est une révélation que tu sens venir assez vite. Donc c'est pas non plus un drame. C'est plus une révélation pour les personnages que pour le lecteur, je pense. Ok. Bah donc du coup, alors je voulais un peu parler parce que du coup, Vladimir Harkonnen, il apparaît dans les appendices, mais du coup, on va pas en parler. Pas en parler maintenant, en tout cas. Non, il apparaîtra plus tard. Ok. Donc Jessica, c'est la mère du duc Paul Muad'Dib. C'est pas encore le duc. Le duc, pour l'instant, le duc c'est son père. Oui. Et voilà. Ouais, bah alors du coup, deuxième, je pense, gros spoil, parce que du coup, si on est en 1891, en fait, dans l'appendice, son père, on sait qu'il meurt en 1891. Non, mais sans blague. Bon, ok. Juste alors, pour commencer une histoire, faut te Mais c'est son père dans la. De toute façon, la mort est annoncée très vite dans le bouquin. Non mais attends. Franchement, moi, ça... Bah, je sais pas, c'est comme si tu commences Game of Thrones, tu mets des dates, et là, on voit la date de la mort de Ned Stark. Franchement, oui. Enfin, je veux dire, y a pas trop d'intérêt, quoi. Donc, bon. Ok. Bah, Ouais. bah, Alors, en gros, attends, on en était où là dans le chapitre du coup Ouais. Dans la description Voilà. de la révérende mère. Ouais. Ouais, c'est ça. Justement, pour revenir à donc ce qu'elle disait, le fait que Jessica ne connaît pas ses origines, il l'explique un peu plus tard dans le tome. Il s'explique une des raisons d'être des Bene Gesserit, qui est de... Oui. Bah, enfin, justement, elles le disent dans le chapitre, c'est elles qui ont un délire autour de la génétique. Enfin, j'ai l'impression aussi qu'elles essayent de maintenir une certaine forme de, on va dire, de pureté génétique et de savoir génétique, non? De ce que j'ai compris dans le chapitre. Je vais pas t'en dire plus parce que j'ai pas envie. Mais en tout cas, oui, il y a un délire autour de la génétique. Attends, j'essaie juste de trouver la page où elle en parle. À l'origine, l'école Bene Gesserit était dirigée par ceux qui estimaient nécessaire l'existence d'un lien de continuité dans les affaires humaines. Blablabla. Et ensuite, donc, on nous explique, nous détenons toute l'histoire génétique, ta mère sait qu'elle est de descendance Bene Gesserit, ou que sa lignée du moins a été jugée acceptable, sans qu'elle sache non plus d'où elle vient. Et elle explique pourquoi, parce que Paul demande pourquoi sa mère ne connaît pas ses parents. Et elle explique, certains le savent, d'autres l'ignorent. Il se peut par exemple que nous souhaitions un accouchement avec un proche parent afin de rendre dominantes quelques caractéristiques génétiques. Nos raisons sont multiples. Pour l'instant, elles n'ont pas dévoilé un vrai but avec ces histoires de génétique. Mais, Non, mais on peut... sent quand même une volonté, on va dire, un peu arienne de pureté, de pureté de race, quoi. Non, Voilà, la seule information génétique que j'ai retenue, c'est que les deux avaient les yeux verts. Je sais pas si c'est une information importante, mais en tout cas, les deux ont les yeux verts. les yeux, c'est un peu important après, mais c'est pas non plus une information majeure. Par contre, un autre truc sur lequel je peux attirer votre attention, c'est que la révérende mère, elle dit clairement qu'elle avait ordonné à Jessica de faire une fille au duc et non pas un fils. Ouais, mais j'avoue, j'ai pas très bien compris. Mais ça va aussi avec du coup la fin du chapitre avec justement la drogue dangereuse. Le Comtabard. Exactement. Et qui du coup a une influence plus grande est plus utilisée par les femmes. Ah non, oui, tu parles de la drogue de l'essence de vie, là, ou un truc du style. Ouais, donc je sais pas, moi j'ai fait le lien avec ça. Mais alors du coup, Kenry, ça veut dire, moi il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que... En fait, je pense qu'on s'est un peu perdu là dans le chapitre. Oui. Ouais, bah, de toute façon, il va un peu dans tous les sens, donc c'est pas très grave, on essaiera de parler de tout, mais bon, Ouais, autant ok. maintenant qu'on y est, autant y aller. Ok. Mais un truc que j'ai pas très bien compris, c'est que justement, si ils connaissent pas leurs origines, comment ça se fait que Paul... Alors non, en fait, je crois avoir capté un truc, mais j'en suis pas très sûr. C'est-à-dire que Jessica, elle est super heureuse quand elle voit que Paul a réussi le test avec le Gomme Jabbar. Ouais. Et donc elle se dit, yes, c'est bien mon fils, enfin c'est bien un être humain, etc. Ouais. Mais du coup, alors du coup, je pense que la solution, ça serait que, en fait, on leur donne un enfant
quand ils sont en âge d'avoir un enfant, mais que du coup ils ne savent pas quelle est leur ascendance ou leur descendance. Je vois pas très bien pourquoi elle était si heureuse de savoir que c'était enfin que c'était son fils ou c'était je sais pas pourquoi, enfin, Ah, je me rappelle attends. plus très bien de son Alors là, exclamation, mais là, tu t'éloignes de... Alors, je veux bien que tu me dises la phrase qui te fait penser à ça, parce que... voilà, c'est mon fils vit et il est humain. Je le savais, mais il vit. Mais alors, je veux dire, pourquoi elle se douterait qu'il est humain, sachant que c'est elle-même qui l'a enfanté? Bah justement, on peut revenir peut-être sur la différence qui est faite entre les humains et les animaux par les Bene Gesserit. Parce qu'il y a quand elle dit il est humain, ça se rapporte à la définition que donne du coup la révérende mère quand elle fait le test de la boîte avec le gomme Jabbar. Mhm. Et elle dit notamment, as-tu déjà entendu parler de ces animaux qui se dévorent une patte pour échapper à un piège? C'est là une astuce animale, un humain, lui, demeurera pris au piège, il supportera la souffrance et feindra d'être mort afin de pouvoir tuer le trappeur et supprimer ainsi la menace qu'il représente pour l'espèce tout entière. Donc en gros, il y a un peu une... Après, et... D'ailleurs... Et après, Paul, justement, revient sur la différence entre les hommes et les animaux par justement la mise en savoir et en application du domaine politique. C'est ça. Et d'ailleurs, juste pour finir, Paul, avant de passer le test, dit osez-vous insinuer qu'un fils de duc est un animal? Et elle répond disons que je pense que tu peux être humain. En fait, le but du test de la boîte, c'est de faire la différence entre animal et humain, mais dans le sens de la psyché un peu et du contrôle sur soi. Parce que ce qu'elle explique, c'est que du coup, l'humain va être en mesure de supporter la douleur pour le bien de son espèce. Et le contrôle sur soi, c'est un thème qui va être un peu récurrent dans le bouquin, mais qui est très bien présenté dans le chapitre, dans le sens où on a plusieurs fois Paul, et notamment au moment de la boîte, au moment où il souffre de la boîte, qui se répète un espèce de mantra un peu chelou. Attends, j'essaye de le trouver. Ouais, Voilà. la litanie de la peur, là. Oui, voilà. Il se souvint des paroles de la litanie contre la peur, du rituel Bene Gesserit, je ne connaîtrai pas la peur, ça car la peur tue l'esprit. Donc, enfin, la différence qu'elle fait entre humain et animal, ça vient vraiment de l'idée de contrôler ses émotions, surpasser ses émotions et penser de façon objective, on va dire. D'accord. Alors, du coup, il y a deux points sur lesquels je me suis totalement trompé, ou en tout cas, je Ouais. pense m'être trompé. C'est que, premièrement, alors, mais du coup, pour moi, comme un être humain, c'est un animal, j'avais pas tellement compris qu'il y avait une si grande distinction ça entre les deux. Ou du moins, j'avais pas très bien compris qu'il faisait vraiment une distinction entre un animal et un être humain. T'es antispéciste, Ilan? Et deuxièmement, en fait, je pensais que justement cette distinction se basait plutôt avec cette sorte ces sortes de robots qu'on nous décrit par rapport aux jets butlériens. Et Oui. pas, enfin, alors peut-être que ces animaux se rapportent à ces robots ou peut-être pas du coup, j'en sais rien. Mais du coup, je pensais qu'ils font cette distinction avec les êtres humains, c'était par rapport à ces supposés robots. Ah, mais ok. Mais non, mais après, moi, de ce que j'ai compris et un peu de ce que j'ai regardé de la présentation de l'univers pour essayer un peu de capter les choses, il y a, il y a vraiment, bon, il y a apparemment, il y a eu vraiment une espèce de temps, on va dire, technologique. Et de ce que j'ai compris, du coup, les Bene Gesserit sont un peu opposés à cette mise en avant technologique, mais quand même en l'utilisant un peu quelquefois pour leurs épreuves. Hein. Et parce qu'on va dire, apparemment, oui, on va dire que les Bene Gesserit sont un peu, on va dire l'espèce de clergé de l'univers de Dune, de ce que moi j'ai compris, du coup, un rapport à la spiritualité. Mais aussi un rapport aussi à la question politique qui sont vu avec le lien qu'ils ont avec Paul, Jessica, qui sont du coup des hauts représentants politiques. C'est plus ça que j'ai vu et du coup les Bene Gesserit à la fois par on va dire une certaine forme de volonté de pureté génétique mais aussi de volonté de pureté spirituelle espèrent amener justement l'homme à une espèce de plus grande autodétermination, de plus grand savoir, de plus grandes compétences. Comme ce passage à l'origine, l'école Bene Gesserit était dirigée par ceux qui estimaient
estimaient nécessaire l'existence d'un lien de continuité dans les affaires humaines. Ils virent que cette continuité ne pouvait exister sans qu'on en séparât l'humain de l'animal, dans le but de faciliter la sélection. Donc, donc moi, c'est vraiment vers la fin que je me suis dit, ah ouais, je comprends l'univers, et donc on est à la fois du coup dans un univers très très technologique, mais aussi très spirituel, et qui a une espèce de balance entre les deux, et surtout quand on sait que le pitch de départ, c'est quand même de cette substance nécessaire qui se trouve sur la planète Arrakis slash Dune. Du coup, c'est vrai que du coup, en termes de thématique, j'ai trouvé que ce chapitre était très très intéressant parce qu'il plaçait, même si on comprend pas du coup forcément grand chose, les dynasties, les écoles, blablabla, mais on comprend, on va dire, l'essence du roman, entre justement cette thématique écologie, cette thématique politique, cette thématique spirituelle, cette thématique technologique, et aussi cette thématique on va dire un peu machiavélienne, avec ce désir de pouvoir. Et non, j'ai trouvé que du coup on avait assez bien les différents piliers dans ces 15 premières pages, assez efficaces, très troublantes, hein, mais assez efficaces justement sur on va dire sur les thématiques que la saga va explorer, quoi. Et on sent vraiment que c'est un univers extrêmement riche, extrêmement bien pensé, et qui va aussi nous faire voyager pas mal, et qui rentre aussi pas mal en résonance avec la dualité entre société technologisante et on va dire qui s'étouffe par une espèce de technologie de plus en plus performante, et une société qui aussi perd en spiritualité, et d'un côté essaye d'en gagner. Enfin là, du coup, je fais plutôt un parallèle avec notre société actuelle qui est balancée entre les deux. C'était le point philo. Non, mais franchement, je t'ai écouté et tout, j'ai super apprécié ce que tu viens de dire. Après, sincèrement, j'ai pas tout capté, mais justement, t'en entendre parler, en tout cas, moi, ça me fait voir des points et tout que j'avais pas forcément vu à la première lecture. Après, du coup, je voulais juste revenir. Bon, du coup, tu as parlé un peu d'autre chose après, mais au début, tu parlais de l'opposition un peu entre homme et machine. Oui. Et donc, du coup, ça se rattache au djihad butlérien, donc c'est peut-être le moment d'en parler. Donc, sans rentrer dans le détail, il y a la révérende mère, du coup, qui en parle un moment, à la fin, justement, du test, et qui dit: les hommes ont autrefois confié la pensée aux machines dans l'espoir de se libérer ainsi. Oui, C'est cela permis seulement à d'autres hommes de les réduire en esclavage avec l'aide des machines. Bah ça, ce passage, j'ai trouvé vachement fort. Qui rentre pas, du coup, ouais, vas-y. Qui rentre pas mal aussi en aparté, parce que du coup, si on prend un peu de recul justement sur Herbert, et du coup la période dans laquelle il écrit, c'est aussi du coup la période, on va dire, de la grande naissance de la science-fiction, avec notamment Asimov. Et du coup, c'est vrai que ce passage-là m'a fait penser pas mal aux règles d'Asimov, de l'intelligence artificielle et des robots, et justement sur le fait que l'homme créer des machines, que les machines pouvaient contrôler l'homme, mais qu'au fond c'était certains hommes qui mettaient en avant certaines machines qui pouvaient du coup assouvir tout un tas de c'est des trucs qu'on retrouve du coup dans 1984, le meilleur des mondes, etc. Donc c'est vrai que du coup moi dans ce passage-là, j'ai vraiment senti que Dune s'inscrivait du coup dans ce champ dans ce champ et dans ce genre littéraire très en vogue dans les années 60-70. Enfin, 50, 60, 70. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. J'avais pas du tout pensé, en tout cas, à la période où ça avait été écrit, et le lien avec Asimov, mais c'est vrai que t'as raison, vu qu'à cette période-là et tout, la science-fiction, elle a commencé à bien se développer, et comme t'as dit, par rapport à Asimov, en tout cas, on n'a pas très bien vu, en tout cas, l'étendue des machines, en tout cas, dans cet univers. Le seul que j'ai vu, pour l'instant, en tout cas, c'était la sorte de lampe à suspendeur ou quelque chose comme ça. Et qui voyage. Alors, ils ont l'air de voyager. Enfin, en tout cas, c'est un univers galactique entre guillemets. Donc, ils ont l'air de voyager avec des vaisseaux, et surtout la guilde. Mais ils ont l'air, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de machines autonomes. Justement, c'est par rapport à
pardon, j'essaie de vous éclairer du coup. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Paul répond tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable. Et la révérende mère répond oui, c'est ce que disent le djihad butlérien et la Bible catholique orange. Donc À partir de ce moment-là, je suis un peu pas. Putain, à doigt, qu'est-ce qui se passe? Dans l'idée, c'est de dire que dans leur Bible, il y a marqué tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable. Mhm. Et donc, En gros, Jésus est devenu un cyborg. on y comprend que dans leur monde, et je vous renvoie au lexique du djihad butlérien, mais j'en dirai pas plus, l'intelligence artificielle, bon, même si la notion d'intelligence artificielle dans les années 60, j'imagine qu'elle était vastement différente de celle qu'on a aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de proscrit. D'accord. Ce qui pose la question mais comment ils font pour voyager dans l'espace sans intelligence artificielle? Parce que calculer les trajectoires dans l'espace de tête, c'est un peu chaud. Mais c'est pour ça qu'il y a des hommes surdéveloppés. Après, c'est un peu chaud, je suis désolé, mais enfin, je veux dire, il y a des voitures à essence qui existent bien, des Citroën, tu vois, on n'a pas eu besoin d'électronique pour mais genre, quand t'es sur Terre, quand t'es sur ta route, t'appuies sur l'accélérateur, tu vas tout droit, tu vois. Ouais, non, mais là, tu peux pas c'est vrai que, allez, voyez, les choses spatio-temporelles sans super ordinateur qui calcule, parce qu'en fait, genre, quand t'es dans l'espace, c'est pas en mode j'appuie sur l'accélérateur et j'appuie. C'est pas en mode Waze, quoi. Enfin, même Waze. Faut prévoir. Bon, je suis pas un expert, mais faut prévoir l'attraction gravitationnelle que va avoir les planètes autour de toi sur toi, parce qu'elles vont changer ta trajectoire. Faut aussi prévoir le fait que ta destination est en mouvement. Parce que quand t'es sur Terre, ta destination elle est en mouvement, mais dans le référentiel terrestre, donc toi elle t'es en mouvement avec elle, donc y a pas de souci. Mais par contre, si tu veux aller sur Mars, faut garder en tête que Mars se déplace et par rapport à toi. Ouais. Du coup, enfin bref, c'est vastement plus compliqué que faire avancer ta voiture sur Terre, tu vois. Donc il y a quand même pas mal de calculs et de. J'avais pas du tout pensé à ça, ouais. Comme vous pouvez le voir, Adrien est passionné d'astronomie. Bref. Et du coup, elle fait mention de la guilde de l'espace, je sais plus exactement, la guilde spatiale. La guilde, enfin qui sera appelée communément la guilde, quoi. Qui est un peu, pour l'instant, est mystérieuse, mais va le rester dans le bouquin, mais. En tout cas, la seule mention qu'on a de la guilde, enfin, du coup, dans le lexique, c'est dit que c'est un des 3 éléments du tripode sur lequel repose la grande convention. Oui. Et elle constitue la seconde, école d'éducation psychopsychique fondée après le djihad butlérien. Et donc, cette guilde a le monopole du voyage spatial et de la banque. Voilà. Le calendrier impérial est daté de sa création. Ce qui est intéressant, c'est l'appellation psychique. Enfin, qui montre qu'en fait, dans l'univers de Dune, c'est pas tant la technologie qui sera ultra développée, en fait, que l'esprit humain et les capacités humaines, soit par l'utilisation de substances, soit peut-être par l'utilisation de drogues ou d'autres techniques éducatives que peuvent justement mettre en avant les Bene Gesserit. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on l'a passé sans en parler, mais on a déjà on a été témoin quand même de plusieurs trucs un peu surnaturels, enfin de sortes de pouvoirs surnaturels de la révérende mère. Non, mais alors, je voulais revenir après, mais ouais. Comme au départ, on avait dit qu'on irait dans un ordre linéaire. C'est un peu bordélique comme émission. Mais on comprend rien au chapitre, du coup, on comprend rien au podcast, tu vois. Ça marche bien. Okay. Bon, on va partir sur un autre linéaire, et puis on va en parler du coup. Donc, alors, du coup, on se trouve en ce moment même au Castel Caladan. Alors, du coup, Caladan, c'est la planète, puis du coup, le Castel Caladan, ça a l'air d'être un palais ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, oui. En fait. Bon, on peut dire que c'est la capitale, en vrai, j'avoue que sur le coup, j'en sais rien, mais disons que c'est la place des Atreides. Ouais. Et donc, du coup, justement, que ce Castel Caladan a abrité 26 générations d'Atreides, que Caladan, c'est une planète qui a l'air bien différente d'Arrakis. Donc, on apprend que Paul, c'est un Atreide de 15 ans et que sa croissance est assez lente, apparemment un trait typique de ce peuple. Et cette vieille femme vient vérifier, s'il est le Kwisatz Haderach. Alors, vous prononcez comme vous voulez, mais le Kwisatz
Voilà, voilà. Donc du coup, si on regarde au niveau du lexique, le Kwisatz Haderach, la traduction littéraire entre guillemets, c'est le court chemin, et c'est ainsi que les Bene Gesserit désignaient l'inconnu pour lequel elle cherchait une solution génétique, le mal BG, dont les pouvoirs psychiques couvriraient l'espace-temps. T'as dit le mal BG? C'est ce qu'il a dit. Ah, c'est le mal Bene Gesserit. D'accord, là je comprends mieux. Là, je viens de faire le lien dans la tête. Du coup, là, par rapport aux manipulations génétiques des Bene Gesserit dont on parlait, ouais, il y a... Kenris parlait de faire avancer la race humaine, et là, il y a une autre solution qui est proposée. Mais... J'ai même pas parlé forcément de race humaine, hein, parce que je sais même pas s'ils sont réellement humains. Donc, Oui. enfin, c'est la question aussi. Est-ce qu'il y a qu'une seule race? C'est la question qu'on peut se poser. Enfin, C'est aussi parce que t'as vu le film de Lynch, on va pas se mentir. Non, mais j'ai vu que les 2 premières minutes. Et que Ah, t'as pas vu le... Ok, bon, non, bref. Donc je sais même pas si dans les premières scènes j'ai vu que des humains. Donc Ok, d'accord, très bien. Mais alors, du coup, ce Kwisatz Haderach, il fait référence à ce dont parle la vieille femme, là, à la fin du chapitre, avec, selon lequel, alors elle, en tant que vieille femme, si elle prend une sorte de substance, elle peut aller dans les voies féminines de son corps. Alors là, j'ai vraiment pas très bien compris de quoi elle c'est parlait. du LSD quoi. Enfin, Et donc, enfin, du coup, supposément, le Kwisatz Haderach, lui, pouvait aller à la fois dans les voies masculines et féminines et serait la solution à on ne sait pas quoi. Mais alors, du coup, je sais pas trop si cette substance est la même que le mélange dont il parle dans le chapitre, hein, ou si c'est une substance différente, c'est pas très bien décrit. Mais bon, Ouais, mais je pense que le flou est laissé de façon un peu intentionnelle, à mon avis, donc je vais pas ok. vous en parler Ok, plus ok. tard. Donc, pour vérifier s'il est le Kwisatz Haderach, elle doit lui faire affronter le Gom Jabbar. Donc, le Gom Jabbar, pareil, dans le lexique, le haut ennemi, aiguille enduit de métacyanure et utilisé par les rectrices du Bene Gesserit pour l'épreuve d'humanité. Alors moi, au départ, j'ai cru que le Gom Jabbar, c'était une sorte d'insecte, un scorpion, quelque chose comme ça. En fait, non, pas du tout. Non, effectivement. Mais c'est vrai que c'est assez... oui, moi aussi j'avais cru ça. C'est assez confus dans le... Moi, je crois qu'à la première lecture, j'ai cru que le Gom Jabbar, c'était la boîte où Paul mettait sa main. Ouais, moi aussi au Mais- tout début, j'ai compris que non. En fait, elle met enfin, Paul met sa main dans la boîte, et ensuite elle sort le Gom Jabbar, qui est donc une aiguille, pour le menacer, pour le forcer à laisser Ouais, sa ouais, main dans la boîte. Mais du coup, je suis d'accord que c'est assez confus, c'est pas extrêmement clair. Ok. Donc, on apprend par le garçon que sa mère, Jessica, est une dame Bene Gesserit, qui a été la servante, enfin, ça on l'apprend pas par le garçon, mais en tout cas qu'elle a été la servante de la vieille femme. Je sais plus trop quoi, je sais plus c'est quoi son nom encore, vous pouvez m'aider là? Je l'ai pas. La révérende Oui, mère, la voilà. mère révérende, pardon. Ah, oui, je crois ici. Ok. Donc, elle est concubine du duc et mère de l'héritier du nom. C'est ça. Turfir Hawaii, le maître Notons assassin. juste concubine Ouais. et non pas femme. Mais bref. Ah, ah oui, j'avais pas fait le. D'accord. Ok. Donc du coup, c'est une société polygame. Non, pas de remarque, d'accord. Donc c'est une société Continue. polygame. Ah non, c'est les concubines, c'est pas polygame, c'est juste que c'est une maîtresse et que ça change et que bon, même en 10 000 ans de civilisation, on n'a pas pu changer ça quoi. Bah, après, quand tu dis maîtresse, elle est concubine, mais elle est mère de l'héritier. Donc, enfin, le bouquin il reviendra plus tard, mais il y a un statut Alors, un peu particulier autour de ça. Non, mais mais oui, c'est vrai que du coup, ça sent que bon, les maîtresses sont un peu plus acceptées que pendant. bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr moi. Je pense que c'est plutôt par rapport au fait que justement, elle ait mis un mâle au monde. Du coup, ça doit être ça doit être pour ça que ça doit être l'héritier du nom et que sa femme ou ses autres maîtresses ont mis que des. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que la révérende mère lui a ordonné de mettre une fille au monde et pas un fils, parce que ça allait peut-être créer des problèmes dans la lignée ou dans la dynastie. J'en sais rien en vrai, c'est des suppositions, mais C'est des suppositions vraisemblables. Non, mais ça, par contre, le statut de la concubine, il me semble, et si je dis pas de bêtises, est rendu assez clair assez vite. Donc, D'accord. mais c'est pas non plus un point central du plot, on va dire. bah, c'est peut-être aussi parce que c'est la fille de Harkonnen, du coup peut-être qu'elle a un statut particulier par rapport à ça. Bon, bref.
Après, Turfia. encore une fois, personne ne le sait que c'est la fille d'un Harkonnen. Hein. Seuls les Bene Gesserit le savent. Et Ah oui, les c'est vrai. Bene Gesserit du style la révérende mère, tu vois, pas n'importe quel Bene Gesserit. Donc, Ok. Donc Turfirawai, le maître assassin de son père, lui aurait expliqué que leurs ennemis mortels, les Harkonnen, mhm. avaient résidé sur Arrakis durant 90 ans, avec une sorte de semi-fief entre eux et les Chaumes, C-H-O-M. Ouais. Alors, on va juste faire une pause sur la compagnie Chaume. Mm. Donc, c'est le sigle pour Combinat des honnêtes aubers marchands, compagnie universelle contrôlée par l'empereur et les grandes maisons, avec la guilde et le Bene Gesserit comme associés sans droit de vote. Et cette compagnie Chaume exploite le mélange sur Arrakis. Mhm. Ça fait très alliance du commerce de Star Wars. Là, tu dis que George Lucas n'a vraiment eu aucune idée originale. Ça... Alors, juste par rapport à ça, alors là, par contre, j'aimerais que tu m'éclaires sur un point, Adrien. Oui. Parce que du coup, c'est dit que la guilde, c'était une des trois, alors je sais plus exactement comment c'est dit. Voilà, Les trois piliers de leur société. voilà, un des trois éléments du tripode sur lesquels repose la grande convention. Mhm. Mais alors, du coup, c'est quoi, on sait dans ce chapitre, c'est quoi les deux autres éléments? Bon là, je peux t'en parler parce que c'est pas vraiment un spoil, ça t'aidera à mieux comprendre. Ok. Alors, il en parle pas des deux autres piliers dans la définition? Je crois pas, non. Attends, je vois. Non. Ok. Donc en gros Attends. Après, donc tu peux t'arrêter. Hein. Si tu Ouais, penses non, que ça spoil, je réfléchis juste. Non, mais quand on convention, pense en gros leur société, leur organisation, d'accord. repose en gros sur trois groupes de puissance, on va dire. Donc d'un côté l'empereur, Padisha, et toute sa maison, quoi, toute son armée, etc. Les maisons du Landsraad, dont font partie les Atreides et les Harkonnen, qui sont des maisons de nobles, qui ont souvent eu soit la propriété d'une planète ou un truc du style. En gros, c'est le duc, le comte, tu vois. Enfin, c'est une forme de noblesse intergalactique. Et en dernier, on a les Bene Gesserit et enfin. C'est pour ça que ça m'étonne qu'il dit trois piliers. Ah non, mais en fait, d'accord. Ils en parlent dans le lexique, pardon, j'avais pas vu Ok. en fait la définition. Dans le lexique, il parle de la grande convention, désigne Ouais. la trêve universelle établie par la guilde, ok, les grandes maisons, donc ça j'en parlais, comme les Harkonnen, les Atreides, Ouais. et l'Imperium. Oui, Et donc cette l'Imperium, grande l'empereur. Ah d'accord, ok. Donc l'Imperium, c'est issu de l'empereur, ok. Ouais. Donc que cette grande convention, elle interdit l'usage des armes atomiques contre les êtres humains, et chacun de ces édits commence par la phrase « Les formes doivent être obéies ». Ça faisait très convention de Genève, cette convention intergalactique ou interplanétaire. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a plusieurs galaxies, j'ai pas encore compris. Et non, et du coup, moi, ça me fait dire que il risque d'avoir du coup quelques explosions ou du moins quelques non-respects de cette dite convention. Du coup, dans les derniers chapitres, que en fait, je pense que du coup, enfin là, de ce que j'ai compris, bon, il y a un délire messianique, mais il y a aussi un délire du coup de ressources et qu'il y aura du coup une guerre entre les différentes factions. Et ce sera un peu on va dire le continuum de la saga. Bah, moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'au bout de 10 000 ans, on en soit toujours à la bombe atomique. Je veux dire, il n'y a pas eu d'armes. Je veux dire, la bombe atomique, ok, ça a été créé en 1900, on en est à l'année 10 000 et ils sont toujours à ça. Enfin, dans la technologique, elle n'a pas été ouf, quoi. T'insultes l'esprit de d'Herbert. Non, mais je veux dire, à ce point-là et tout, autant laisser les robots. Après, j'avoue que c'est pour ces questions, faut peut-être se rapporter au préquel, du coup, qui a été écrit par son fils, je sais pas. Mais du coup, faut voir J'ai pas envie de nous plonger encore plus dans le lexique parce qu'on s'y est déjà pas mal attardé. Mais la notion de grande révolte et de djihad butlérien, du coup, pourrait potentiellement expliquer le fait que la technologie est un peu stagnée ou qu'elle soit en tout cas qu'il y ait eu une chute du niveau technologique quelque part. Okay. Mais bon, je vais pas en dire plus parce que je pense on s'est déjà pas mal perdu dans le lexique, donc j'ai pas envie de nous dans le truc un peu
Du coup, j'avais parlé d'un autre élément du lexique, Ah mais ouais, qui est non, quand même vas-y, important. vas-y, dis. Du coup, ça dit que la compagnie elle exploite le mélange. Et donc, le mélange, si on s'en réfère au lexique, toujours, l'épice des épices ou l'épice gériatrique dont Arrakis constitue l'unique ressource. L'épice utilisée pour ses qualités gériatriques provoque une légère accoutumance et devient très dangereuse dans le cas d'une absorption supérieure à 2 grammes par jour pour un organisme de 70 kilos. Très précis tout ça. Elle serait la clé des pouvoirs prophétiques de Muad'Dib et également des navigateurs de la guilde. Son prix a parfois dépassé les 620 000 Solaris le décigramme. Ok, donc deux choses. En fait, là, j'ai la confirmation qu'en fait, oui, c'est de ça qu'a parlé la révérende mère quand elle parlait de la substance, parce que là, on vient de dire justement dans le lexique que ça serait la clé du pouvoir prophétique de Muad'Dib. Donc forcément, c'est la même chose qu'elle prend, elle, et que doit prendre le Muad'Dib pour aller dans... enfin, je sais plus comment elle dit ça, mais en tout cas, plonger dans les voies masculines et féminines. Et on a une notion aussi d'argent. Alors, on paye en Solaris ici. Mais alors, 620 000 Solaris le décigramme, je sais pas trop si c'est cher, pas cher. Ça a l'air d'être... Enfin, voilà, quoi. Donc, en tout cas, on a une notion d'argent. Ouais. Après, c'est pas quelque chose qui est. Enfin, de mémoire, en tout cas, c'est pas quelque chose dont tu vas beaucoup te servir là. Enfin, les ordres de grandeur d'argent ou quoi que ce soit. Ah, ok, d'accord. Ok, non, d'accord, mais je note Grave un élément déçu, je brillant, c'est pas m'attendais grave. à tout un chapitre sur la drogue et sur le prix et l'inflation, etc. Non, parce que depuis le Mais- confinement, le shit a grave augmenté. Mais bref, donc retournons sur le chapitre. Donc du coup, On est vers la fin, là. c'est-à-dire qu'on est au milieu du chapitre. Donc, on apprend que les Atreides vont remplacer les Harkonnen et en même temps les Chaumes, parce qu'en fait, ils vont prendre la totalité de Arrakis sans restriction. Et du coup, ça nous pose la question déjà, alors pourquoi ils ont Arrakis? Parce que du coup, quand Paul dit à Jessica, sa mère, qu'ils ont eu Arrakis, elle lui répond, nous n'avons pas eu Arrakis avec le U en italique. Donc, il y a quelque chose d'assez chelou derrière. Effectivement. Kenry, si tu peux... Non, t'as rien à dire dessus. J'ai rien à dire. Il y a un autre. Attends, quand on parle de Tufir Awat, justement dans le paragraphe sur la compagnie Chaume, il dit donc les Harkonnen allaient être remplacés par la maison des Atreides qui recevait Dune en fief sans restriction aucune. À première vue, c'est là une victoire pour le duc Leto, mais selon Awat, cela représentait en réalité un péril mortel. Le duc était populaire auprès des grandes maisons du Landsraad, et un homme trop populaire provoque la jalousie des puissants. Effectivement, il y a un peu de foreshadowing par rapport à la mort dont on a parlé plus tôt. Du coup, je sais pas si tu la laisseras dans le podcast, mais... Tu t'inquiète. Bah, de toute façon, on a déjà parlé, ouais. Ouais. Donc, du coup, pareil, on revient aux appendices. Le duc Leto Atreides, cousin des Corrinos du côté maternel. Ça, je pense qu'on s'en fout un peu, ou peut-être on s'en fout pas, mais Ouais. en tout cas, souvent appelé le duc rouge. La maison des Atreides régit Caladan en fief Siridar. J'ai pas très bien compris ce que c'était un fief Siridar, mais je pense que c'est un lieu. Ouais. Siridar, t'as dit? Ouais, fief Siridar. Enfin, ça s'appelait comme ça, en tout cas, dans les appendices. Alors, je t'avoue que... Mais peut-être que c'est juste en fief, hein, c'est juste une maison d'appel. moi je comprends ça, fief, peut-être que... Ouais. Peut-être qu'on a des illettrés avec Siridar, ça veut dire quelque chose en français. Je sais pas. Donc, qu'il régit Caladan en fief Siridar durant 26 générations avant de recevoir Arrakis. Il est le père du duc, du prochain, en tout cas, duc Oui. Paul Muad'Dib, Huma Régent. Alors, j'ai pas très bien compris ce que ça veut dire Huma Régent. Et, du coup, on sait que le duc, parce que du coup, dans les appendices, on dit que sa mort est due au Siridar baron Vladimir Harkonnen. Mais ça suffit, là. Donc c'est peut-être le moment de lâcher l'appendice. Bon, ça en même temps, on t'a dit les Harkonnen sont les ennemis mortels des Atreides, et un Atreide qui meurt, tu peux te douter quelque part que... Alors, non, en fait, précisément, c'est dit que, juste recherche, c'est dit,
Moi, je suis pas venu ici pour me faire spoiler, ok? Non, alors, c'est dit qu'on attribue sa mort à la trahison d'un docteur de l'école suisse. Ouais, top. Là, Non, tu c'est vas pas te bluff. spoiler plus de Oula, tu vas trop loin. Là, vraiment, tu vas te spoiler plus de trucs. Mais lâche les appendices, wesh. Ilan, on va te priver d'appendices. Tu vas te contenter du lexique. C'est abusé. Ok. Putain, j'ai l'impression que c'est moi qui lisais genre les pages wiki de One Piece. C'est spoiler la mort de Ace 300 chapitres avant de savoir qui était Ace, quoi. Après, c'est vrai que je suis d'accord que la présence des appendices, j'ai jamais trop compris non plus. Mais perso, à la première lecture, j'avais eu la flemme de les lire, du coup, ça m'avait pas posé problème. Non, bah, moi, j'avais plein dans l'édition peut-être. À quoi ça sert de faire du taf? C'est vrai qu'il pourrait marquer en rouge. Ne les lisez pas quelque part, mais... Ok. Bon, bah, du coup, si c'est votre nouvelle, si c'est une lecture, pour vous, une nouvelle lecture, en tout cas, je suis désolé. Putain, c'est comme ça que tu plaques tes meufs, toi. C'était quoi la vanne? En mode, je suis désolé. Ciao. C'était sympa. Si j'étais ton premier mec, je suis désolé. C'est ça. Ok. Bref. Et je sais pas si je vais couper au montage, du coup, toutes ces références, mais, bah, du coup, moi, du coup, je sais maintenant, mais, enfin, bref, foutus appendices. J'aurais dû insister sur le fait de se concentrer sur le lexique, mais... Ouais, de ouf, parce que... Mais attends, mais il y a les appendices dans le tome 1? Bah oui. Tu Moi, j'ai- regardes juste avant le lexique. Moi, j'ai juste vu le lexique. Hein. Mais après, je sais pas, j'ai vu... Enfin, après, le lexique était tellement grand, peut-être qu'il y avait les appendices dedans. Mais j'avoue que moi, comme j'avais pas rouvert le bouquin depuis longtemps, bah, je me... Mais en fait, j'avais- attends, juste je réponds à Kenry, juste à Adrien. Vas-y. En fait, regarde le lexique, et c'est les derniers trucs où il y a les définitions. Mais avant toutes les pages de texte, en fait, c'est des appendices, hein. C'est pas du texte de la saga, c'est des vrais appendices. Ok. Non, mais je vais, enfin, je me suis pas lancé dans une investigation. Non, mais il y a 40 pages d'appel, forcément. Enfin, bref. Donc, vas-y, tu disais, Adrien? Je sais plus. Sinon, je disais effectivement, comme j'avais pas ouvert le bouquin depuis longtemps, je vous avais dit que le lexique c'était intéressant de le lire quand il y avait du vocabulaire que qu'on connaissait pas, mais j'avoue que l'histoire de l'appendice, j'aurais dû rejeter un œil et vous dire de surtout pas le lire. Mais après, Moi, je au l'ai pas pire, lu, je dis c'est pas des morts twist, tu vois. Enfin là, ce que tu t'es spoilé, c'est un truc qui arrive assez vite dans le bouquin. Et c'est pas le gros de l'histoire. Enfin, tu t'es pas gâché le bouquin, hein, t'inquiète pas. Ok. Bah, vous avez compris, je vous ai pas gâché de la lecture, donc continuez à suivre le podcast. S'il vous plaît. Putain, mais le mec est dans l'abus le plus total, quoi. Quel premier épisode. Donc bonjour, on lit le chapitre 1 du Trône de Fer. Ah, Ned Stark meurt. Du coup, peut-être n'écoutez pas ce podcast si vous lisez le Trône de Fer, un autre podcast. En même temps, si vous savez pas que Ned Stark meurt à la fin du tome 1, bon, quelque part... Comme on a dit, c'est pas un élément très important. C'est bien pour ça que ça arrive à la fin du tome 1, d'ailleurs. Ah oui. Donc, ouais, donc on apprend que Paul, il a des rêves prémonitoires dont il se souvient toujours. Donc d'ailleurs, il a déjà rêvé du coup de la révérende mère. On sait qu'il a rêvé d'elle en tout cas. Ça a l'air d'être un garçon assez solitaire qui n'a pas d'amis sur la planète Caladan. Effectivement. Et il a une capacité d'observation exceptionnelle car il a été élevé dans la manière Bene Gesserit. Mm-hmm. Donc ouais, c'est vrai que par rapport à, en tout cas, on a deux de ses pouvoirs, sa capacité d'observation et à un moment il rentre Le dans fait une de pas sorte avoir d'amis sur toute une planète, quand même, c'est quand même... c'est un sacré pouvoir, quand même.
Et du coup, alors à un moment, je crois qu'il a des tensions par rapport au fait d'aller voir la mère révérende. Et donc du coup, alors là, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, c'est que au bout de 3 inspirations, il est rentré dans une sorte d'état de transe avec une dilatation aortique, enfin, bref. Attends, là t'en es à la rencontre avec la boîte? Non, je crois que c'est à la rencontre avec la boîte, ça. Je crois Non, que c'est un peu avant, non. non, je sais pas, c'est juste pour me situer par rapport à... Voilà. Donc en fait, quand il se réveille, enfin, il perçoit qu'en tout cas des tensions l'habitent et il décide de mettre en pratique les exercices du corps et de l'esprit que lui avait enseigné sa mère. Oui. Ok. Donc du coup, je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être que c'est pour se calmer, c'est un exercice de relaxation, de méditation, mais Bah après ça rejoint le thème quand même du chapitre du contrôle de soi et de ses émotions. d'accord. Ça revient un peu plus tard, c'est ce qu'on disait tout à l'heure lors du test quand il se récite son espèce de mantra contre la peur là. Ok. Donc Jessica, enfin en tout cas, ah oui. D'ailleurs la manière, parce que c'est écrit avec un majuscule, ça entre dans le lexique. Pareil, c'est une observation attentive et minutieuse, mais bon, je crois qu'on l'avait assez bien compris avec le chapitre 1. On n'a pas tellement besoin de regarder ça dans le lexique. Jessica nous apprend que la révérende mère l'a éduquée à la manière Besséris, on l'a déjà dit, et qu'elle est à présent la diseuse de vérité de l'empereur Padisha. Mm-hmm. Bon, c'est pas très bien ce que c'est une diseuse de vérité, mais en tout cas qu'elle est associée à l'Imperium, et du coup, voilà. Ça m'a fait penser à The Witcher, quoi. Comme les sorcières enfin, sorcières / magiciennes qui conseillent les différents rois. Je sais ce que tu veux dire. Bah, pour l'instant, enfin, alors ça allait d'être un poste assez particulier, mais on n'en sait pas grand chose pour l'instant. Ça reviendra plus Donc, tard. Là, je vais faire un assez gros résumé du reste du chapitre. Lorsque Parce Paul que se ça fait réveille, quand même 1 heure de podcast. c'est surtout parce qu'on a déjà parlé dans le début du podcast de ce qui arrive après, mais voilà. Donc, lorsque Paul se réveille, il est convoqué auprès de la vieille dame dans le salon, qui utilise la voix. Si on n'en a pas parlé, mais ce qui a l'air de le diriger. Alors du coup, la voix, on sait pas tellement ce que c'est. Ça a l'air d'être une sorte de contrôle sur la psyché qu'elle exerce sur Paul. Mm-hmm. Mais bon, on n'a pas trop d'informations par rapport à ça, mais en tout cas, ça marche bien. Donc du coup, la vieille dame a l'air d'avoir des... Ça marche bien. C'est fonctionnel. Non mais oui, c'est ça. Mais alors du coup, Paul, il sait ce que c'est la voix. Et mais alors je comprends parce qu'il a pas l'air d'avoir de manière de la contrer en fait. Donc alors c'est super cheaté comme pouvoir, c'est-à-dire que tu dis quelque chose, la personne va le faire. Enfin, je veux dire, il y a pas de moyen de. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il y a pas l'air d'avoir de moyen de contrer cette voix. Après, faut garder à l'esprit que Paul est un enfant de 15 ans, hein, tu vois. Enfin. Et alors? Bah, quand t'as 15 ans, tu fais ce qu'on te dit, quoi. Enfin... Non, pas ça, mais le fait qu'il puisse pas résister à la voix, c'est pas forcément le cas de tout le monde dans l'univers, tu vois. D'accord, donc c'est parce qu'il a pas encore fait sa puberté, peut-être. Ça a peut-être un lien. Ok. Non. Donc, en tout cas, cette histoire de voix fait très la force, là. Enfin, je veux dire. On a compris que t'es pas Georges Lucas, connard. Non, mais faut quand même le dire que Georges Lucas a pompé son truc, son jean vachement, quoi. Donc, puis, elle sort une sorte de boîte de son manteau, lui demande de mettre la main dedans, tout en approchant une aiguille enduite de poison près de son cou afin qu'il ne bouge pas. Cette aiguille, d'après elle, ne tue que les animaux, ne tue que les animaux. L'épreuve qu'elle lui fait passer consiste à laisser la main dans la boîte, sinon il meurt. Le seul problème, c'est qu'une sensation douloureuse commence à s'appliquer sur la main de Paul dans la boîte. Ce test est réalisé pour déterminer si Paul est vraiment humain, apprend-on. Et au bout d'un moment de souffrance, le test s'arrête. Malgré la douleur ressentie, la main de Paul n'a rien. Ce n'était qu'une stimulation nerveuse. Il a réussi le test. Le fait était qu'avec son niveau d'observation, Paul puisse savoir quand les gens mentent étonne la vieille dame. On la surprend même à penser qu'il est de Kwisatz Haderach. Voilà, donc je continue si vous voulez. Bah après, on a un peu couvert déjà cette partie dans ce qu'on a dit, mais... Ouais. Et alors là, dans mes notes, j'ai le manta qui est dit, j'ai la définition du manta qui est bien dans le lexique, mais je sais plus à quel endroit je l'ai chopé. Donc là, vous allez devoir m'aider.
Alors, d'après le lexique, c'est la classe de citoyens de l'Imperium formée à la logique la plus poussée. Ils sont appelés les ordinateurs humains. C'est une catégorie de personnes qui est formée à penser de façon très séquentielle, comme un ordinateur, qui a une sorte qui est capable de réflexion qui sont bien au-delà de l'humain moyen, quoi. Mais ça va assez vite être Ah, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, donc je viens de trouver où est cité Montal dans le texte. C'est quand justement Paul du coup cite tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable. Et donc la mère révérende réplique oui, c'est ce que dit le Gilles Butlérien à la Bible catholique orange. Mais elle demande s'il a étudié le mentat de votre maison. Alors je comprends pas parce que du coup le mentat dans le lexique c'est expliqué comme étant une classe de citoyens. Oui. Mais alors là, ça a l'air plutôt comme une sorte de, je sais pas trop comment, une sorte de ligne de pensée. Je sais pas trop le mental de votre maison. Non, c'est vrai que c'est un peu. Je suis d'accord que ouais. Quand t'as dit as-tu étudié le mentat de votre maison? Ah, peut-être que ça peut se référer du coup tu Chirawat, je pense. Oui, c'est ça en fait. C'est que quand t'as dit le mentat, c'est comme si je disais, je sais pas, as-tu étudié le médecin de ta maison, tu vois. Enfin, D'accord. est-ce Ok. que t'as regardé un peu comment il fonctionnait, comment il. Alors du coup, ça me fait penser que c'est peut-être comme ça que font la guilde pour voyager dans l'espace avec des mentades peut-être. Mais du coup, ça serait un peu de l'esclavage, hein, genre en mode oh calcul, trajectoire. J'ai cette scène dans la tête. Non, bref. Ok. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être enfin, que dans l'univers de Dune, il y a quand même des sociétés qui m'ont l'air d'être très hiérarchisées et du coup, bon, avec une certaine forme d'esclavage plus ou moins moderne, hein, quand même. Enfin là, c'est des histoires de nobles pour l'instant, donc enfin c'est pas très marxiste comme histoire pour l'instant. Je suis donc à voir. Ouais, c'est vrai que pour résumer, du coup, dans l'histoire, on a un empereur, des maisons nobles, une guilde de l'espace un peu chelou, une sororité qui a des pouvoirs psychiques. C'est n'importe quoi. Des mecs qui sont formés à penser comme des ordinateurs. Je suis d'accord que c'est compliqué à assimiler comme premier chapitre. Non, mais Et de la drogue aussi, hein. Oui, Des histoires de drogue et des preuves de douleur où on te fait jouer sur tes nerfs. Non, mais va bien. Franchement, le premier chapitre, tu me dis, avec le lexique et l'appendice, peut-être que j'en ai trop compris. Mais alors, sans le lexique et sans les appendices, je sais pas ce que j'aurais compris. Ah, mais le problème, c'est qu'avec les appendices, t'as compris tout le tome, donc. Non, en vrai, le seul vrai truc que tu t'es spoilé, c'est le fait que le grand-père de Paul soit un Harkonnen Et que du coup, Ah, mais moi, j'avais même pas compris ça, putain. Non, du coup, s'il y a un truc à retirer du podcast, c'est peut-être ça, tu vois. Mais bon, je sais pas. Après, c'est comme tu veux, mais parce que le truc sur la mort du duc, c'est vraiment. Donc, Puis même le truc sur l'ascendance d'Harkonnen. Enfin, comme je te dis, c'est plus une révélation pour les personnages que pour le lecteur qui s'en rend assez vite compte, je pense. D'accord. Bon, alors, dernier point avant la fin du podcast, juste que je me suis rendu compte que j'avais oublié un point. Oui. C'est lorsque Paul fait son rêve prémonitoire, il rêve d'une caverne Arrakeen avec des êtres silencieux qui se dressaient tout autour de lui, dans la pâle clarté des brilleurs. Oui. Alors, si on regarde la définition dans le lexique de Arrakeen, c'est la première base d'Arrakis qui fut longtemps le siège du gouvernement planétaire. Donc, sur Arrakis, il y a un gouvernement planétaire, déjà. Et donc, ils ont un siège qui se situe sur Arrakis. Et donc, ma supposition, c'est que les êtres silencieux qui se dressent autour de lui, ça doit être la tribu libre. Je sais plus comment ça s'appelle. Les Fremen. Voilà, les Fremen. C'est une supposition, mais parce que parce que j'aime faire des théories et j'aime me plonger dans la lecture sans pour autant découvrir tout ça dans les appendices. Quel mytho. Non mais ça sent que oui, bon, on a très bien compris à la fin du chapitre que Paul c'est le Messie et qui va délivrer le peuple d'Arrakis, quoi. Enfin, parce qu'on a vraiment besoin de lire les 600 autres pages. T'es quand même assez loin de la vérité, Kenris, mais bref.
Pour le coup, là, quand on dit une cave Arakin, je sais, enfin, moi, effectivement, Arakin, c'est dans le lexique. Moi, je l'avais juste compris comme Arakin, l'adjectif qui se rapporte à Arrakis, mais D'accord, c'est ok. peut-être. Je sais pas si quand on dit une cave Arakin, on pense vraiment à Arakin ou juste à une cave sur Arrakis, tu vois. D'accord. Bon, du coup, alors cet épisode fait 1h17, ce qui était 3 fois la durée prévue. Sachant qu'on a fait un épisode d'introduction. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais j'espère qu'après avoir utilisé les appendices et le lexique de façon soutenue dans le premier épisode, on ne va plus tellement en avoir besoin après, et puis on pourra vraiment se concentrer sur la lecture des chapitres et sur leur Parce compréhension. que la prochaine fois, Ilan ne dira pas les sympathistes, donc on évitera de parler des deuxième et troisième tomes du cycle de Dune et le premier chapitre. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode et que vous continuerez à nous suivre dans les prochains, dans la joie et la bonne humeur. Merci, à la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Bisous.